Bienvenue à Seattle, 4 millions d'habitants, sur la côte pacifique des États-Unis. Métropole de l'économie globale avec ses Boeing, Microsoft, Amazon.com et Starbucks. Mais aussi depuis peu, capitale verte de l'Amérique. Et voici Greg Nickels, le maire démocrate de la ville, un des hommes par qui la révolution verte arrive en Amérique. Salut! Tu te souviens de moi? Peut-être pas. Il faut savoir comment se servir du machin. Il y a une poubelle. En fait, il y a un sac poubelle juste ici. Come on, I got my dad's hair and his love handles. Ça, c'est du beau poisson. Comment allez-vous? Je suis bien ravi de vous voir. Oh, bien, bienvenue, bienvenue. Le rayonnement de la campagne écologiste de Greg Nickels est tel aux États-Unis qu'il a obtenu le soutien du nouveau pape vert du pays, l'ex-vice-président Al Gore. I'm here to applaud and publicly recognize an act of extraordinary leadership by this city, by the people of this city, who have lifted up a leader as your mayor, who in turn mobilized and lifted up the leadership from mayors all across the United States. Thank you. Le maire de Seattle a lancé dans sa ville une révolution qui pourrait bien gagner toute l'Amérique. J'ai demandé aux citoyens de Seattle de commencer à réduire notre consommation d'hydrocarbures afin de réduire notre impact sur le climat. Et j'ai encouragé les maires des villes à travers le pays à rejoindre ma campagne. C'est au moment où le protocole de Kyoto entrait en vigueur dans 141 pays, mais pas aux États-Unis. Alors j'ai pensé que comme notre gouvernement fédéral ne faisait preuve d'aucune initiative, il fallait le faire ville par ville. J'espérais rallier 141 villes, le même nombre que celui des pays qui avaient signé le protocole de Kyoto à l'origine. Au moment où je vous parle, 326 maires de villes américaines m'ont rejoint, ce qui représente 53 millions d'Américains. We do a thing all over town called Clean Seattle. We pick up litter, get rid of the graffiti. Let's get it straight. Well, what do you think? La compagnie d'électricité qui fournit le courant aux habitants de Seattle leur appartient. Elle s'appelle Seattle City Light. C'est la toute première parmi les grandes compagnies d'électricité des États-Unis qui produit zéro émission de gaz à effet de serre. Nous en sommes vraiment fiers. Nous avons trouvé le moyen de fournir du courant à notre ville sans griller la planète. La ville encourage ses employés à ne pas conduire du tout. Et si nous devons le faire pendant le travail, nous utilisons en général les véhicules les plus économiques possibles. La plupart des voitures de la flotte municipale sont désormais des hybrides, comme cette Toyota Prius. Nous avons un certain nombre de systèmes de transport par bus dans l'agglomération de Seattle. Et tous les bus qui circulent au centre-ville sont électriques. Ils n'utilisent pas une goutte d'hydrocarbures, car notre compagnie d'électricité produit son courant avec des barrages. À l'inverse du reste du monde, la majorité des émissions de gaz à effet de serre des États-Unis provient du transport. Aussi, la ville de Seattle a décidé d'être un leader dans le combat pour réduire ses émissions. Nous avons maintenant une grande flotte de voitures hybrides. Nous avons converti nos plus grands véhicules utilitaires au biodiesel et nous sommes parmi les villes américaines qui poussent pour la création d'un marché de la voiture hybride qui se branche sur le secteur. Je suis résident de Seattle depuis une dizaine d'années. Nous venons de déménager avec ma femme et ma petite fille de 6 mois sur l'île de Vashon, dans la baie de Seattle. Pour venir à mon bureau en ville, je prends un petit ferryboat qui carbure au biodiesel. Et ensuite, je monte dans un bus hybride.
J'ai la possibilité de faire mon shopping dans des boutiques bio sur l'île ou en ville, tout ça en bus. Et si par hasard je dois utiliser ma voiture, je fais le plein avec du biodiesel que j'achète sur l'île. Une métropole 100% écologique, des bus propres et gratuits, peu de voitures dans les rues, jusqu'à récemment c'était impensable aux États-Unis. Mais à Seattle, une nouvelle Amérique verte et vertueuse est en train de naître. Le style de vie américain est très lié à la consommation d'énergie. Les Américains sont compétitifs et très fiers de leur ingéniosité. Et comme ils voient que le reste du monde est en train de s'attaquer à ce problème, ils sont en train de réagir vite. Les Américains ont toujours envie d'être les premiers, d'être les meilleurs. Nous fonctionnons comme ça. Preuve que les choses changent, Grist.org, le magazine online de Chip Giller consacré à l'environnement, rassemble 700 000 lecteurs par jour à travers le pays. Et les plus grands médias américains sont submergés à leur tour par la vague verte. Autour de l'an 2000, il y a eu la bulle de l'Internet et puis son explosion. Alors l'argent du capital risque est parti vers l'immobilier. Maintenant, cet argent quitte l'immobilier et débarque sur les énergies renouvelables. Une fois que le gouvernement de Washington aura commencé à reconnaître cette volonté d'aller de l'avant et rejoindra le mouvement, je pense qu'on verra vraiment des choses étonnantes se passer dans ce pays. On doit prendre conscience qu'en ouvrant la route, nous pouvons avoir plus de succès pour résoudre les problèmes, mais que surtout, nous pouvons peut-être inventer une économie verte. Quittons l'Amérique des villes pour celle des champs. Nous voici dans l'Iowa, un des gros États agricoles du Midwest, gagné à son tour par la Révolution verte. Elle bouleverse complètement la vie des fermiers locaux. Mon nom est Bill Cowser du village de Nevada dans l'Iowa, en plein milieu du cœur de l'Amérique, là où poussent toutes les cultures. Je suis marié depuis 25 ans avec Nancy et nous avons 2 fils, Casey et Tim. Tim se dirige vers l'agriculture. Nous cultivons actuellement à peu près 4000 hectares et nous élevons 5000 têtes de bétail par an. Nous produisons du maïs, des graines de maïs, des graines de soja, de la luzerne et du sorgho. Et nous avons maintenant la possibilité, ici dans le Midwest, de prendre ce maïs et de le transformer en aliment pour le bétail ou alors de le transformer en carburant renouvelable. Il y a 3 ans, j'étais au conseil d'administration d'une grosse coopérative de l'Iowa et le directeur général nous a demandé un jour si on était intéressé par cette histoire d'éthanol. À ce moment-là, il n'y avait que 6 ou 7 distilleries d'éthanol dans tous les États-Unis. À l'époque, pour moi, l'alcool, c'était un truc qu'on trouvait dans une canette ou dans une bouteille. Alors quand ils sont venus et nous ont parlé de l'éthanol, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Parce que nous, les fermiers, nous savons très bien que nous sommes déjà au sommet pour la production classique. Les rendements vont continuer à s'améliorer, on va continuer à s'améliorer, mais la prochaine étape, pour nous, les producteurs, c'est de s'impliquer dans le processus de transformation. Il faut qu'on prenne cette marchandise, ce maïs, pour le transformer ici, chez nous, pour garder notre argent dans l'économie locale, dans notre communauté. Et voici la distillerie d'éthanol dont Bill Cowser est président du conseil d'administration. Il reçoit aujourd'hui une délégation envoyée de Washington par le gouvernement fédéral. Ils viennent constater le boom incroyable de la filière éthanol. C'est un processus qui ne s'arrête jamais. C'est comme une grosse machine à glace faite maison. Tout ce qui sort du système a un prix, rien n'est perdu. On a vraiment l'impression d'avoir une Rolls. Comme Bill Cowser, les fermiers américains sont toujours plus nombreux à se lancer dans la filière éthanol. Elle leur permet de gagner sur tous les tableaux. Le maïs est transformé en carburant et les déchets de production servent à l'alimentation des bovins. Partons maintenant à la recherche d'une pompe à éthanol de plus en plus nombreuse dans le Midwest. Sacrée révolution des mentalités. Les mythiques stations-service de l'Amérique profonde, ces temples à la gloire de la benzine, distribuent désormais un jus de maïs nommé E85. 85% d'éthanol,
et 15% d'essence sans plomb. Vous pouvez nous dire ce que vous mettez dans votre réservoir? Je fais le plein avec de la E85. Depuis que c'est disponible, je n'utilise plus que cela. Vous avez dû acheter une nouvelle voiture? Non, celle-ci était déjà capable de fonctionner avec. Alors, dès que le E85 est devenu disponible, je m'y suis mis. Maintenant, je l'utilise tout le temps. Donc vous ne mettez plus une goutte d'essence dans votre voiture? Non, sauf si je me trouve dans un endroit où on ne peut pas trouver de E85. Et pourquoi vous avez changé? C'est une énergie renouvelable qui pousse ici dans l'Iowa. C'est meilleur marché que l'essence. Ça réduit aussi notre dépendance face au pétrole de différents pays étrangers. Il y a beaucoup d'aspects positifs. Bill Kauser et les fermiers de l'Iowa n'ont plus qu'une obsession, l'énergie alternative. Pas qu'ils soient forcément écologistes au départ, c'est plutôt un pari économique. Avec la mode de l'éthanol, le prix du maïs flambe en effet comme jamais sur le marché. Ça, c'est de l'énergie renouvelable. Elle revient chaque année. Que vous soyez dans l'Iowa, le Nebraska, ou en Suisse, en France, ou en Russie, et nous avons besoin de protéger notre terre. Et quand l'énergie fossile aura disparu, peu importe quand, alors qu'est-ce qu'on fera? Le moment est venu d'agir pour tout le monde. C'est une idée plutôt simple, ce n'est pas de la recherche nucléaire. Nous sommes une petite communauté, nous avions un rêve, et nous espérons que ce rêve va se répandre dans le reste du monde. Nous pouvons tous faire cela. Et pensez-vous qu'on pourra un jour remplacer tout le pétrole que nous utilisons pour faire avancer nos véhicules par des carburants végétaux? La question n'est pas de savoir si c'est possible, mais quand. Parce que nous continuons les expériences et les progrès technologiques. Aujourd'hui, on utilise le maïs, mais demain, ce sera peut-être l'amidon, ou alors des arbres, la luzerne ou encore les hautes herbes de la prairie. Aujourd'hui, nous travaillons avec le maïs. C'est ce qui est le plus rentable. À l'avenir, la logique économique nous dira quels végétaux utiliser. Avec le boom de l'éthanol, le vieux cœur agricole des États-Unis est en pleine renaissance. 6 distilleries dans le pays il y a 3 ans, 200 aujourd'hui, sans doute 300 fin 2007. Les paysans deviennent de véritables producteurs d'énergie. Nous arrivons à Ames, petite ville de l'Iowa sur la ligne du Pacific Union. Elle accueille le campus de l'Iowa State University. Spécialité, les sciences agricoles. C'est ici que se trame en partie la révolution verte des États-Unis. Une révolution technologique dont le professeur Robert Brown est l'un des gourous. L'intérêt pour l'éthanol était en fait assez faible jusqu'en 2005. La croissance pour l'éthanol, à base de maïs, a vraiment fait changer les choses. Nous avons chaque semaine ici des visiteurs qui viennent voir comment nous faisons progresser la technologie. Ce sont des compagnies pétrolières, des producteurs d'éthanol et des investisseurs qui viennent se renseigner sur les progrès en cours. Cela prouve que nous sommes parfaitement capables de fabriquer des carburants renouvelables à partir de la biomasse. Mais rapidement, il faudra dépasser le stade du maïs avec lequel nous ne pourrons satisfaire que 12 à 14% de notre demande totale d'essence. Au-delà, on devra se tourner vers d'autres sources de biomasse à fort contenu de cellulose, comme le switchgrass ou les copeaux de bois, qui ont un bien meilleur potentiel énergétique et sont plus durables. Mais qu'est-ce que c'est que le switchgrass, en fait? Voyons voir. Quand c'est haché menu, ça ressemble à ça. Quand c'est dans les champs, ça fait environ 2 mètres de haut. C'est une herbe native des grandes prairies américaines. D'ailleurs, l'Iowa était entièrement recouvert de cette herbe au moment où est arrivée l'agriculture. Presque tout a été arraché pour céder la place à des cultures conventionnelles, comme le maïs. Avec ce genre de choses, on pourrait en principe remplacer tout le pétrole utilisé dans les transports. Mais il faudra une addition d'efforts, des moteurs plus performants et des technologies de pointe pour transformer cette biomasse en carburant.
Keeping America competitive requires affordable energy. And here we have a serious problem. America is addicted to oil, which is often imported from unstable parts of the world. Droguée au pétrole. Malgré le début prometteur de sa révolution verte, l'Amérique reste encore engluée dans l'or noir jusqu'au cou. Elle consomme à elle seule le quart du pétrole mondial, alors qu'elle n'en produit que 3%. Première responsable, la voiture, intouchable divinité. Notre pays est très différent de l'Europe, où les distances sont beaucoup plus courtes. La taille des États-Unis est telle que nous avons pris l'habitude de voyager sur de longues distances. C'est un mode de vie qui résulte de plusieurs facteurs. Du pétrole abondant et très bon marché pendant longtemps, une population éparpillée sur le territoire, la croissance des banlieues américaines, puisque nous avons en fait simplement quitté les centres surpeuplés des villes pour nous installer dans les banlieues. Et puis surtout, c'est une façon de vivre à laquelle les gens ont pris goût. Come on, kids, let's load up. Hey, Mom, Butch doesn't think we can get this flag in this car. Why, sure we can. See? Just pull down the seat and presto, plenty of room for everything and everybody. Rapid growth in population. Nous avons une croissance massive de la population et de la richesse. Le salaire moyen a été, et il est d'ailleurs toujours, très élevé. Ajoutez à cela le fait que l'industrie automobile était ravie de construire n'importe quel type de véhicule pour convenir au mode de vie à la carte des Américains. La puissante industrie automobile participe du rêve américain et a très largement profité de celui-ci en construisant des véhicules de plus en plus grands et de plus en plus gourmands. Mais elle a mal anticipé la hausse continue du prix de l'essence et son impact sur les consommateurs. Exemple, General Motors. Direction Détroit, au centre de recherche du groupe. Nous nous trouvons au GM Tech Center de Warren, dans le Michigan, où nos ingénieurs travaillent sur nos nouveaux modèles dans les laboratoires de design de General Motors. Et vous conduisez une voiture d'un nouveau genre, qu'a-t-elle de particulier? C'est une Chevrolet Avalanche avec un moteur flex fuel. Ça signifie que cette voiture fonctionne à l'éthanol E85, constitué de 85% d'éthanol et de 15% d'essence. Parlez-nous de la grande campagne verte lancée par GM il y a une année. Leave Green, Go Yellow est une campagne de marketing destinée à renseigner les consommateurs sur la disponibilité de l'éthanol. Nous l'avons lancée en janvier 2006 et c'est vraiment une campagne intéressante parce qu'elle permet aux consommateurs de réaliser qu'il existe un choix en termes de carburant sur le marché aujourd'hui. Avant ça, je ne suis pas certaine que les gens savaient que GM avait des voitures vertes sur les routes. C'est une nouvelle attitude pour General Motors. Vous avez très longtemps résisté à ces changements. GM est un leader des nouvelles technologies depuis des décennies. Ce qui compte pour nous, c'est de lancer des produits d'un rapport qualité-prix satisfaisant pour le client. Nous devons tout faire pour que le client achète nos produits. Le problème, c'est que le client a beaucoup moins envie de les acheter que par le passé. Le groupe est en mauvaise santé financière, bientôt dépassé par Toyota à la place de numéro 1 mondial. Les constructeurs japonais ont compris beaucoup plus vite que l'écologie est un argument de vente. Vice President and members of my cabinet, Secretary of Treasury, Secretary of Transportation, members of my staff and I have just had a constructive and meaningful dialogue with CEOs of the U.S. automobile manufacturers. We talked about our mutual desire to reduce our dependence on foreign oil. Obviously, as these automobile manufacturers begin to incorporate new technologies that will enable us to power our cars in different ways, it'll make it easier for me to be able to tell the American people we're using less foreign oil, and that's in our economic interests as well as in our national security interests. En attendant un illusoire sevrage, les États-Unis continuent à chercher du pétrole partout sur la planète jusqu'à la dernière goutte. Il en va de la survie de l'Empire américain. Allons maintenant dans le Grand Nord du Canada, en Alberta, où l'on retourne ciel et terre pour quelques doses de brut de plus.
Bienvenue à Fort McMurray, dernière frontière de la ruée vers l'or noir. Les compagnies américaines et étrangères se précipitent vers ce nouvel Eldorado où les salaires flambent. Un ouvrier spécialisé peut y gagner jusqu'à 10 000 francs par mois. Alors, on marche sur du pétrole ici? En plein dessus. Vraiment, ça paraît vraiment simple. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est du sable saturé de pétrole. On peut en prendre un peu dans la main? Ouais, vous pouvez en prendre autant que vous voulez, où vous voulez. Dites-nous, c'est composé de quoi exactement? Ce que vous avez ici est la côte d'une ancienne mer. C'est du sable gorgé de pétrole. Chaque grain de sable est entouré d'un film d'eau, et autour du film d'eau, il y a du bitume. Voilà le secret des sables bitumineux. Et ce qu'on peut faire avec ce truc, c'est chauffer de l'eau, le plonger dedans pour le dissoudre, et d'un seul coup, le pétrole monte à la surface. Et quelle est la profondeur de la mine? Nous sommes à 30 mètres sous la surface. Et il nous reste 30 mètres à creuser avant d'atteindre la fin de la couche de sable bitumineux. Et il y a du pétrole dans toute la zone, sans exception. Ouais, il n'y a que ça. Ce sont les secondes réserves de pétrole au monde, juste derrière celles de l'Arabie Saoudite. Oui, des réserves presque aussi énormes qu'en Arabie Saoudite, mais beaucoup plus difficiles à exploiter. Un baril extrait sous les sables d'Arabie revient à 4 $, alors qu'un baril extrait de ces mines de sable bitumineux du Canada coûte 5 fois plus cher, 20 $. Mais à 60 $ le baril sur le marché mondial, c'est encore une très bonne affaire. Le camion fait presque 400 tonnes. Il est équipé de 2 moteurs Caterpillar. Il peut transporter plus de 400 tonnes, mais en général, on préfère porter un peu moins, autour de 360, 370 tonnes. Combien de barils de pétrole embarquez-vous à chaque passage au fond de la mine? 2 tonnes de minerai, ça fait en moyenne un baril de pétrole. Ce qui fait qu'on transporte à chaque fois à peu près 200 barils de pétrole. Ces camions monstrueux, ils sont plusieurs centaines, engloutissent plus de 4000 litres de diesel par jour. L'ensemble des opérations d'extraction consomme un baril pour en produire 2. La surface des mines en opération est grande comme la Suisse et elle s'agrandit tous les jours. En survolant la région, on constate que la Terre n'est plus qu'un réseau de cicatrices. Des Indiens de la tribu Cree vivent dans le village de Fort McKay. Ils ont fini par se retrouver au beau milieu des mines de sable bitumineux, tiraillés entre l'envie d'en profiter et les conséquences de la frénésie pétrolière sur leur environnement. La majorité des gens travaillent dans les sables bitumineux. D'ailleurs, la majorité des gens de ma communauté travaillent même directement pour les compagnies pétrolières. En ce qui me concerne, je suis un entrepreneur. J'ai un business indépendant de sous-traitants. Et les autres, ils travaillent pour des sociétés de services qui assistent les compagnies pétrolières ici. Alors en fait, oui, d'une manière ou d'une autre, les sables bitumineux font vivre tout le monde ici. L'un des avantages de la proximité de ces opérations, c'est que nous avons développé de bonnes relations entre nous, les Indiens et les industriels. Et ça me permet de faire de bonnes affaires dans la région. Il y a des années, on avait l'habitude de boire directement l'eau de la rivière. Mais depuis les années 60, on ne le fait plus. En amont, il y a la raffinerie de la compagnie Suncor, juste au bord de la rivière Athabasca. Et même si les industriels, les autorités et même certaines ONG disent que c'est très sûr, j'ai des doutes. Je ne peux bien sûr rien prouver scientifiquement, mais la rivière est forcément contaminée. Et il n'y a plus de poissons dans la rivière? Oh non, il y en a plein. Alors vous pouvez les pêcher? Oui, mais on ne le fait pas. Non, on ne le fait pas. Précisément parce qu'on sait ce qu'il y a plus haut.
En attendant le triomphe encore hypothétique de la Révolution verte, l'Amérique savoure les sables bitumineux du Canada. Voilà du pétrole ami, très proche de Washington, très loin du golfe Persique. Son exploitation, ultra polluante, est pourtant aux antipodes du nouveau credo des États-Unis, sortir du pétrole. Une contradiction de plus pour un pays qui n'en a jamais manqué.